J'ai compris. Nickel. Non, il n'y a qu'une image. En fait, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Je voudrais commencer par dire que c'est vrai que prendre la parole après, une conférence aussi longue, aussi dense, aussi ample, de Jean Guilaine, lu par Claude Mordant, c'est un petit peu compliqué. Je me sens revenir à l'état d'étudiante un peu, que je fus de ces deux personnes, il y a longtemps maintenant. Voilà. Donc, je voulais commencer ce propos et sur lequel il n'y a effectivement pas d'illustration. Je vais vous expliquer dans un instant. Bon, je mets pas de chronomètre. Hein. Je vais compter sur Laurent pour me surveiller. Je voudrais d'abord remercier ceux qui nous accueillent, les autorités locales qui nous accueillent pour ce colloque de la PRAB. Et je voudrais me joindre également pour commencer aux remerciements très appuyés de notre président de la PRAB, Claude Mordant, envers nos collègues qui ont organisé sur place cette rencontre. Et c'est vrai qu'avec acharnement, pugnacité, pour que ça puisse exister. Et donc, merci beaucoup. Vous avez lutté contre à peu près tout, effectivement, y compris donc la pluie pour finir. Donc vraiment, merci beaucoup que ce colloque puisse avoir lieu et en innovant dans le contexte qui est celui d'aujourd'hui, puisque effectivement il y a la captation vidéo et que nous sommes suivis par nos collègues qui ne peuvent être là partout dans le monde et même au-delà. Donc ça, c'est quand même bravo. Voilà. Je vais me placer dans les pas un petit peu de Claude Mordant et reprendre des éléments donnés par Jean Guilaine. Je voudrais partir finalement de la réalité du colloque. J'ai fait le compte dans les préactes. On est autour de 47 communications sous différentes formes, communication, poster, présentation, réflexion. C'est donc une réalité très forte en termes de chiffrage, y compris à l'international. Et dans une réalité qui est donc qui se matérialise. Alors, j'avais pas envie de faire une conférence en bonne et due forme, au sens plein en tout cas, pas comme un discours fermé. Je pense que Jean a très bien fait l'exercice et je ne voudrais pas répéter d'une certaine manière derrière quelque chose qu'il aura fait mieux que moi. Et puis Laurent l'a dit, je fais jamais ce qu'on me demande, donc c'était l'occasion. Je voudrais plutôt faire une réflexion ouverte à partager sur un certain nombre d'éléments. Et je vais repartir effectivement finalement des premiers mots que Claude Mordant a donnés tout à l'heure et que dans sa présentation, Jean Guilaine a également repris. Et si je peux me permettre, quand j'étais petite et quand j'étais étudiante, cette question de la thématique de la guerre n'avait absolument pas cette réalité qu'elle a aujourd'hui. Et le colloque dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec toutes ces communications, n'aurait d'une certaine manière jamais pu avoir lieu, en tout cas pas sous cette forme, pas de cette manière, pas avec cette problématisation et pas ces approches. Et donc je voudrais partir d'une certaine manière de là pour ouvrir nos journées et les communications et les débats. Aujourd'hui, on l'a vu, on l'a amorcé, y compris avec la présentation de Jean, j'allais dire le thème est omniprésent. Or, donc on est passé d'une certaine manière, en 25 ans, 20, 25 ans, presque d'un extrême à l'autre, ou en tout cas d'une réalité à une autre. Quand j'étais étudiante de Claude Mordant, dans les années 90, on ne parlait pas en cours, sauf erreur de ma part, de la guerre en tant que telle, en tant que sujet, en tant que sujet tel qu'il est abordé aujourd'hui. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas certains aspects qui n'étaient pas abordés, mais pas sous l'angle sous lequel on l'aborde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait effectivement envoyé de l'armement, puisqu'il l'est dans la documentation archéologique, et on abordait, on mentionnait la question du guerrier. Il n'était pas non plus totalement absent, sauf que le guerrier était une élite. L'épée était une typochronologie. C'était un objet de prestige. Donc on était dans une réalité associée à ces objets qui était différente. Le premier guerrier en tant que tel, que l'on voyait dans nos cours d'archéologie,
était le Gaulois, celui qui était raconté, entre autres, par les sources antiques, par César. Lui, il était sur le champ de bataille. Et il était un guerrier actif en tant que guerrier. Pour les périodes plus anciennes, on était, pour l'âge du bronze, j'allais dire, sur une approche sociale, beaucoup plus forte. Cette dimension était beaucoup plus mise en avant. Et pour le néolithique, sauf erreur de ma part, là aussi, on était dans un schéma, j'allais dire peace and love, quasiment. On était en tout cas dans un monde de paysans, paisibles. C'était quasiment l'âge d'or, le néolithique, quand j'étais étudiante. On l'a vu tout à l'heure, on n'est plus du tout dans ce schéma-là. Alors, on a un basculement, on a un vrai changement de paradigme vis-à-vis de cette thématique par rapport aux années 90. Et Jean l'a évoqué tout à l'heure, je crois qu'on est vraiment rentré dans le sujet via les anthropologues et via également les travaux anglo-saxons qui mettent en archéologie une part d'anthropologie beaucoup plus forte que l'on ne le met traditionnellement en France. Alors, la question est d'une certaine manière, moi j'avais envie d'ouvrir en disant mais pourquoi finalement on est passé d'une réalité à une autre et qu'est-ce que ça a comme conséquence et vers quoi ça peut éventuellement nous conduire dans nos réflexions d'aujourd'hui et de demain. Et je crois que cette absence ou cette présence de guerre, elle s'explique non pas uniquement en regardant du côté de l'archéologie, mais en regardant le contexte dans lequel nous travaillons, c'est-à-dire hors de l'archéologie elle-même, et d'une certaine manière dans la société et dans le monde dans lequel les chercheurs, les acteurs vivent. Et pour expliquer d'une certaine manière l'absence de la guerre pour certaines périodes pendant très longtemps, je crois qu'il faut regarder du côté de ce que les acteurs qui étaient à l'œuvre dans les années 70, 80 et même encore au début des années 90 avaient comme horizon et comme traumatisme. Et je pense qu'il faut l'intégrer dans notre réflexion, le fait qu'il a fallu du temps, il a fallu du temps pour dépasser les traumatismes des grands conflits du XXe siècle, les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale, dans certains pays plus que dans d'autres, en Europe qui était leader pour un certain nombre de travaux archéologiques, en Allemagne tout particulièrement, comment mettre le sujet de la guerre sur le devant des travaux quand on était un enfant ou encore un acteur de la Seconde Guerre mondiale. En France, le sujet existait. Je pense que les guerres de décolonisation ont renforcé cette dimension-là, d'avoir envie de croire en un monde, d'une certaine manière, où l'on pouvait ne pas aborder la guerre. Donc je pense que ça, c'est une réalité, et je trouve que c'est intéressant d'introduire dans nos réflexions aussi le fait que nous sommes, d'une certaine manière, des individus, des citoyens, des chercheurs, dans notre temps, et qu'il y a des choses qui dépassent, d'une certaine manière, nos sujets d'études. Donc je crois qu'il y a cette dimension-là, et aujourd'hui, on est passé à autre chose. Aujourd'hui, la guerre, 25 ans plus tard, admettons, prenons un quart de siècle, est partout. Elle est au néolithique, elle est au paléolithique. Là aussi, Jean a évoqué en disant c'est un champ important. Or, cette question-là ne se posait absolument pas dans les termes. Comme si on était passé d'une certaine manière d'un monde à un autre, où au début des années 90, la guerre était repoussée la plus loin possible. Quand on pouvait l'éviter, on l'évitait. Et aujourd'hui, on l'a au contraire complètement intégrée à toutes nos problématiques et on la cherche systématiquement pour toutes les périodes. Donc là, on a vraiment un changement de paradigme extrêmement fort, avec des affirmations qui sont effectivement très fortes. Alors, y a-t-il une particularité des archéologues par rapport à ce sujet-là ? Là aussi, il y a cette évocation de Jean sur le fait que les archéologues se doivent être au plus près de la donnée, et d'une certaine manière, par rapport à des collègues historiens qui sont sur des textes où il y a une narration, on se dit, mais la donnée va nous apporter d'une certaine manière un éclairage qui fera qu'on ne pourra pas passer à côté de cette réalité. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que, oui, la donnée est sur le terrain. Oui, on la voit sur le chantier de fouille. Sauf que vous savez comme moi que, d'une certaine manière, on est capable de voir, de comprendre que ce que l'on a envie et ce que l'on est capable de voir et d'analyser. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a pu voir pendant des années des épées, qu'on en a fait des typochronologies, et qu'on a reculé devant l'épée comme arme pour tuer son ennemi. Donc je pense qu'il faut peut-être
intégrer cette réalité. Et si l'on regarde un petit peu dans le programme, justement comment aujourd'hui c'est abordé par les archéologues qui ont intégré donc cette réalité-là, on est dans une logique où on va chercher, au contraire et systématiquement, tous les signes, que ce soit sur les ossements, que ce soit sur l'armement, que ce soit sur le contexte, que ce soit sur le site, qui vont pouvoir donner des indicateurs qui vont nourrir cette réalité, ce sujet de guerre en tant que tel. Et tout est devenu, de ce point de vue-là, un sujet. Alors comment a-t-on basculé d'un monde à un autre ? Je pense qu'il y a une réalité qui est très claire, c'est qu'effectivement 25 ans sont passés et que donc sont sur le devant de la scène aujourd'hui de nouvelles générations aussi. Et ces nouvelles générations n'ont absolument pas le même rapport à cette question de la guerre en tant que telle que leurs aînés, que leurs parents, que leurs arrière-grands-parents. Les générations qui sont aujourd'hui des générations actives, pas simplement des générations d'étudiants, mais des générations actives, sont des générations pour qui la guerre est une notion totalement théorique. Ils n'ont jamais connu en tant qu'individus cette réalité dans leur environnement. Alors c'est évidemment pas vrai dans le monde entier, hélas, mais en tout cas, sur le sol européen, alors il y a eu dans les années 90, ce sont justement des moments clés de basculement, des conflits qui ont réactivé des réalités. Mais je pense qu'il y a cette dimension-là. Et le fait que ce soit de nouvelles générations qui ont un rapport différent change le rapport de la recherche en général au sujet de la guerre. Alors, il y a eu des événements importants, certains d'ailleurs, faits guerriers, sont passés complètement inaperçus pendant très longtemps. Moi, je me souviens complètement a posteriori, par exemple, du conflit du Rwanda, 1994. On parlait de guerre de masse, de massacre, 800 000 personnes massacrées en moins de 2 mois, c'est absolument considérable. Et c'est passé, loin de l'Europe, un petit peu comme quelque chose qui n'a pas existé tout de suite. Aujourd'hui, on est évidemment revenu dessus. Il y a eu la guerre en Bosnie, et puis il y a eu le traumatisme des attentats de 2001, qui a repositionné la question de la guerre à l'échelle mondiale. Et je pense que cette réalité-là et cette omniprésence de la guerre, qui est revenue dans le champ du contemporain à l'international, conditionne, alors on semble très loin finalement là, du paléolithique, du néolithique ou de l'âge du bronze, de notre âge du bronze, mais je pense qu'il ne faut pas l'occulter, parce que je pense que c'est ce qui fait aussi une espèce de fil directeur par rapport à nos réalités. Alors, ça nous renvoie évidemment à des questions là aussi qu'on a un petit peu abordées, des questions clés, parce que finalement, mettre la guerre au cœur de thématiques, ça revient là aussi à se poser des questions sur finalement qu'est-ce qu'on entend par guerre. On a entendu plusieurs mots, celui de violence, celui de rixe, on a entendu parler du guerrier, et je crois que ce n'est pas simplement une question sémantique de s'interroger sur ces mots, c'est aussi de savoir ce que l'on entend derrière ces questions-là en termes de société et d'implication, alors sociale, technologique, économique, politique, c'est-à-dire des mots qui recouvrent ces questions de conflit au sens plein. Et je pense que c'est pas le fait de dire qu'on n'a pas de mots pour désigner cette réalité sur les mondes anciens, c'est en soi une vraie question. Qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on va chercher, nous, aujourd'hui, comme mot pour parler de quelque chose pour lequel nous n'avons pas de mots précisément. Nous avons des traces, mais nous n'avons pas de mots. Donc nous allons devoir utiliser des termes qui sont des termes empruntés à un vocabulaire contemporain qui lui-même a évolué au fil du temps, où nous allons utiliser des mots qui sont utilisés dans d'autres sociétés qui ne sont pas les nôtres pour désigner des réalités que l'on va regarder et qui doivent essayer de nous aider pour éclairer une documentation qui, a priori, quand on la regarde comme ça, est immobile et muette. Donc c'est un exercice extrêmement compliqué de se poser la question de savoir de quoi on parle et comment on analyse cette documentation dans une réalité donc thématique et intellectuelle qui est devenue la nôtre, et comment mettons en récit finalement ces indices sur les objets, sur les sites que nous fouillons
et qui donne des réalités tout à fait concrètes de violence. Mais qu'est-ce que ça recouvre concrètement comme possible et comme réalité? Qu'est-ce qu'on fait comme parallèle en anthropologie? On a cet outil, on est obligé de l'utiliser. Qu'est-ce que ça nous apporte? Vers quoi ça nous entraîne? Quels sont les risques que nous prenons en faisant ça de manière consciente? Et avec quels mots on va donc aborder ces questions-là et les traiter? Alors, il y a cette réflexion un peu intellectuelle là que je vous pose, mais c'est pour nourrir les débats, hein. C'est pas pour clore, c'est pas pour dire de toute façon la réalité est celle-ci, la guerre existe à partir de telle date, sous telle forme et telle réalité. Moi, j'ai fait une étude qui est effectivement la mienne, d'une apprentie archéométallurgiste, et j'ai fait mon cheminement, puisqu'effectivement, quand j'étais étudiante, j'ai pu étudier des cuirasses, des casques et des épées pendant plusieurs années avant de poser la réalité guerrière sur ces objets que j'étudiais pour leur technologie et pas pour leur aspect d'utilisation. Et cette réalité est aujourd'hui, j'allais dire, j'ai utilisé le terme, le fait que finalement la guerre m'est tombée dessus et qu'à un moment donné on ne peut pas l'éviter, mais ça suppose aussi qu'on se pose les questions et les approches que l'on doit avoir. Donc là, il y en a une en tout cas qui m'apparaît et qui va se poser par rapport au colloque qui est le nôtre, c'est quelle spécificité pour l'âge du bronze? Là, on a vu, il faut voir sur la longue durée. Oui, on aborde la question du paléolithique, on aborde la question du néolithique. On est réunis à la PRAB aujourd'hui autour de l'âge du bronze. Est-ce que sur cette thématique qui est aujourd'hui omniprésente, on a une spécificité de l'âge du bronze, et laquelle? Est-ce que effectivement c'est l'armement? On a évoqué l'épée, qui est effectivement la création d'un objet particulier qui est fait pour tuer, qui a une symbolique qui est forte. Est-ce que la société qui génère cette épée, ou les sociétés qui génèrent cette épée, donnent finalement à cette question de guerre une forme nouvelle? Est-ce que c'est un début? Est-ce que c'est une création? Est-ce que c'est une modification? Est-ce que c'est une différence d'organisation? Est-ce que c'est une différence d'ampleur? Est-ce que c'est lié à des questions de propriété, de richesse? Là aussi, on a vu que c'était une question qui se posait pour le néolithique. En tout cas, il va falloir, à travers toutes ces communications, essayer de voir en quoi l'âge du bronze, me semble-t-il, est important pour cette question guerrière. Et pour finir, simplement, cette mise en perspective dans l'histoire de la recherche, je ne peux, moi, m'empêcher de la poser parce que c'est un de mes travers, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des thèmes, finalement, qui sont évolutifs, qui sont vivants, qui nous portent. Peut-être que demain, je vois l'affiche derrière, il n'y a que des hommes sur cette affiche, et la première question qui a été posée, c'était celle des femmes, qui est une question émergente partout, y compris au paléolithique. La masculinité de la guerre est une image classique, des voix s'élèvent pour y faire rentrer des femmes. Je ne sais pas de quelle manière on les cherchera, mais en tout cas, ce sera certainement on cherchera les Amazones quelque part, même si pour l'instant, nous n'en avons vraiment aucune trace. Voilà, juste pour dire que l'archéologue n'est donc pas décontextualisé, et il est dans une histoire contemporaine qui le dépasse en tant qu'individu et en tant que chercheur. Et je trouve que finalement, c'est très bien de pouvoir aussi, d'une certaine manière, et de cette manière-là, montrer que nous ne sommes absolument pas, et en aucun cas, passéistes. Voilà, je vous remercie. Merci Anne, merci de ces considérations et merci d'avoir tenu les temps. Bravo. Donc on va peut-être prendre le temps d'avoir une ou deux questions si la salle... Voilà. Merci beaucoup d'abord pour ce splendide colloque. Je voulais juste faire une toute petite remarque sur le mot guerre. Le mot guerre qui a été employé par le chef de l'État au début de la pandémie en disant « nous sommes en guerre ». Et je voulais juste vous dire qu'en fait, des gens analysent
la guerre en ce moment comme une guerre qui serait une guerre menée par l'État profond, la haute administration liée à la finance, contre les populations et contre les médecins. Et en ce moment même, il y a des perquisitions chez le ministre de la Santé et le directeur de la Santé publique, et ça rapporte tout à fait, ça renvoie tout à fait au mot guerre que le chef de l'État a employé au début de la pandémie. Et tout ça nous ramène à notre sujet, aux guerres du néolithique. Et vraiment, merci pour toutes ces communications formidablement passionnantes, même pour les gens comme moi qui ne sont pas du tout archéologues et qui sont juste journalistes. Merci beaucoup. Merci. C'était une remarque. Vous vouliez pas qu'on fasse une réponse S'il n'y a pas d'autres questions, on va faire la pause café. Reprise du colloque à 11h30. Je vous demanderai d'être précis afin qu'on ne dilapide pas le peu d'avance qu'on a.